23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Il s'est tenu ce mercredi matin un conseil extraordinaire des ministres à Yamoussoukro, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à ce conseil extraordinaire des ministres, un projet de décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 3 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement. Et après le conseil des ministres, le président de la République s'est rendu au siège de la Chambre des rois et des chefs traditionnels pour rencontrer les têtes couronnées. 251 rois, chefs de canton, chefs de village issus de 108 départements et de 31 régions du pays ont évoqué avec le président de la République la situation politique, sociale de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous parlerons également culture dans ce journal avec les journées internationales mémorielles de la route de l'esclave qui se poursuivent. Après Krinjabo, les Bonis de Guyane, invités d'honneur de cette première édition, ont été conduits à Kanda Nianzé, dans le département de Tia-Salé. Là-bas, ils ont renoué avec leurs ancêtres. Nous en parlerons dans ce journal. Mais avant, je vous le disais tantôt, dans ce voyage à travers l'actualité, nous ferons escale avant tout à Yamoussoukro, précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où s'est tenu ce mercredi matin un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à ce conseil extraordinaire des ministres, un projet de décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement, cela pour améliorer la gouvernance dans la filière cacao. Notez également que le Conseil a évoqué les avancées enregistrées dans le domaine de la presse et c'est avec Awa Touré qu'on fait le point. Le Conseil des ministres, ce mercredi 24 avril à Yamoussoukro, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est tout d'abord félicité des avancées notables dans le domaine de la liberté de presse en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a progressé de 11 places dans le classement mondial de la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières, passant ainsi de la 82e à la 71e position sur les 180 pays indexés. Nous nous félicitons de cette progression et tenons à souligner qu'en Côte d'Ivoire, la liberté de la presse, liberté fondamentale qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression constituent l'un de nos piliers essentiels. Le gouvernement qui entend améliorer la gouvernance dans la filière cacao a ratifié un accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. L'objectif global de ce projet est de renforcer la gouvernance de la filière cacao afin d'assurer des revenus importants aux producteurs. Il permettra plus spécifiquement de renforcer les capacités des structures en charge de la gestion de la filière cacao. La fluidité du transport urbain est également une priorité du gouvernement avec la réalisation du pont Yopougon-Plateau. Ce financement important permettra de réaliser le pont Yopougon-Plateau, dit 4e pont, de libérer les emprises du pont et d'aménager des voies structurantes pour renforcer les fonctions urbaines du district d'Abidjan. Il permettra également d'améliorer la qualité de vie et faciliter les activités économiques dans la capitale économique. Le Conseil des ministres a par ailleurs autorisé la mise en œuvre de la nouvelle réglementation du permis de construire. Ce décret organise un dispositif innovant qui intègre la gestion du risque à la construction et l'usage dans l'instruction des demandes de permis de construire. Ce mécanisme qui capitalise les meilleures pratiques actuelles permettra d'anticiper les menaces et d'éliminer ou d'atténuer le facteur risque dans les processus de gestion des projets de construction. Une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet École obligatoire pour tous. Le gouvernement vient de lancer un concours exceptionnel de recrutement de 10 300 enseignants. Les concours se dérouleront en une phase unique d'admission définitive sur la base d'épreuves qui seront uniquement écrites. Ces épreuves se dérouleront à Abidjan, à Bengourou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné,
San Pedro et Yamoussoukro pour le concours exceptionnel de recrutement d'instituteurs adjoints contractuels et à Abidjan uniquement pour les concours exceptionnels de recrutement de professeurs contractuels de collège et de professeurs contractuels de lycée. Les intéressés sont invités à s'inscrire numériquement sur le site internet de la direction des examens et concours et physiquement par le dépôt des dossiers de candidature dans les directions régionales ou départementales du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En vue d'accroître les capacités des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, le Conseil a décidé de la création de 112 nouveaux offices de notaires, portant ainsi le nombre d'offices de notaires de 251 à 363. Voilà, conseil extraordinaire des ministres ce matin à Yamoussoukro et après la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu au siège de la Chambre des rois et des chefs traditionnels pour rencontrer les têtes couronnées, 251 rois, chefs de canton et autres chefs de village issus de 108 départements et de 31 régions du pays ont évoqué avec le président de la République la situation sociopolitique du pays, noté également qu'ils lui ont traduit leur disponibilité pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Abiba Dombele-Saoui. Une deuxième rencontre de suite avec les têtes couronnées en l'espace de 48 heures. Après les rois et chefs des régions des lagunes et des grands ponts, le président Alassane Ouattara rencontre cette fois la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels au siège de l'institution à Yamoussoukro. Ce sont 251 gardiens de nos traditions, issus des 31 régions et des 108 départements du pays. Ils sont venus échanger pour l'occasion avec le chef de l'État, accompagné pour l'occasion du vice-président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement sur les questions brûlantes du moment. Il s'agit notamment de l'évolution de la situation sociopolitique et surtout du maintien de la paix et de la stabilité du pays. On peut sentir une certaine inquiétude quant à l'atmosphère politique et sociale générale de la Côte d'Ivoire et quant à la future échéance électorale de 2020. Le mot que je retiendrai, que nous avons tous, il me semble, retenu, est le mot rassurant. Par la voix de notre président, nous avons tenu aussi à lui dire les rois et chefs sont les garants de nos us et coutumes et de nos traditions. Nous avons donc dit à son Excellence le Président de la République toute notre disponibilité à l'accompagner dans la construction de cet Ivoirien nouveau qu'il appelle de tous ses voeux. Et laquelle construction ne saurait se faire sans prendre ses racines dans ce que nous avons de plus cher, de plus solide au plan moral et au plan culturel, qui sont nos us et coutumes, qui sont certes diverses, mais c'est cette diversité-là qui fait toute la solidité et toute la richesse de l'Ivoirien nouveau que nous souhaitons aider à construire. Nous avons aussi réaffirmé à son Excellence le Président de la République notre détermination à continuer notre travail quotidien qui consiste à maintenir la paix sociale. Tant il est vrai que tout effort de développement ne peut s'avérer efficace que si la paix sociale est maintenue. Et ce travail, nous y sommes rompus. Nous le remplissons quotidiennement tout au long de notre vie de chef. Nous avons donc marqué notre disponibilité à aussi accompagner le président de la République dans cette noble mission. Il nous a demandé à nous les chefs de jouer notre rôle de relais, de retourner vers les personnes dont nous sommes les représentants au sein de la Chambre et de leur transmettre ce message de réconfort, de quiétude, de paix qu'il nous a délivré et que nous allons nous employer à transmettre. Fort des assurances données par le président de la République, les rois et chefs traditionnels se sont engagés à soutenir l'État en toute initiative de nature à consolider la paix sociale. Sur ce terrain, la Chambre, elle se montre déjà active avec son ambition de créer la NAPSI, la Nouvelle Alliance des peuples de Côte d'Ivoire, un outil d'enracinement culturel présenté au chef de l'État par le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nana Désiré Amontanoé. Convergence de vues donc entre l'exécutif et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sur la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale.
La princesse Ira de Fürstenberg est à Abidjan pour une exposition d'objets uniques. Il s'agit de la deuxième exposition organisée au profit de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, était mardi à la dite exposition. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'exposition des objets uniques ce mardi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Aux côtés du chef de l'État, plusieurs autres personnalités, notamment le vice-président Daniel Kablan-Duncan et la première dame Dominique Ouattara. Cette exposition des objets uniques qui vise à soutenir les actions humanitaires de la Fondation Children of Africa est à l'actif de son Altesse, la princesse Ira de Fürstenberg. Je tiens à remercier chaleureusement son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour sa présence. Merci encore, cher Dominique, ainsi qu'à toutes tes équipes pour ce travail important qui va aider les enfants dans son avenir de ce pays. C'est la deuxième fois que la princesse Ira de Fürstenberg expose au profit de la Fondation Children of Africa. La présidente de cette fondation, la première dame Dominique Ouattara, reconnaissante, situe l'importance de cette cérémonie. En février 2015, la princesse Ira de Fürstenberg organisait, en tant que marraine de la Fondation Children of Africa, sa première exposition d'objets uniques en Côte d'Ivoire. À cette occasion, les œuvres d'art de sa création furent exposées et les bénéfices reversés à la Fondation pour soutenir nos actions en faveur des enfants démunis. Je tiens à préciser en quoi l'événement qui nous rassemble ce soir revêt une grande importance. Les bénéfices des ventes de cette seconde exposition seront reversés à la Fondation Children of Africa. En effet, les gains collectés serviront à acquérir le mobilier et l'équipement de la maison de vie de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La maison de vie de l'HME a été construite dans l'enceinte de l'hôpital et la construction nous a été généreusement offerte par la Fondation Lalla Salma du Maroc. Ce bâtiment, qui jouxte l'édifice principal, servira à accueillir les enfants, démunis pour la plupart, qui ont besoin de soins et qui ne nécessitent pas une hospitalisation, ainsi que leur maman. Elle compte 24 chambres de 2 lits chacune, soit un total de 48 lits, et inclut une salle de cours, une cantine, 2 salles de jeu et 6 salles administratives. Les objets exposés, uniques en leur genre, sont des sculptures en cristal de roche et pierres semi-précieuses. Il s'agit d'une exclusivité que le président de la République, Alassane Ouattara, et les autres visiteurs ont pu découvrir. D'une exposition à une autre, le chef de l'État est parti de la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire avec le même plaisir à la découverte, toujours dans l'enceinte de l'hôtel, d'autres œuvres exposées pour marquer les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave organisées par les Bonis de Guyane. Et justement, ces journées internationales mémorielles de la route de l'esclave se poursuivent. Après Krenjabo, les Bonis de Guyane, invités d'honneur à cette première édition, ont été conduits à Kanga Nianzé, et c'est dans le département de Tiasalé. Et sur place, ils ont renoué avec leurs ancêtres, cela à travers un bain de purification dans la rivière Bodo. C'est ce que nous rapporte Serge Okolia. Kanga Nianzé, village du département de Tiasalé, et sa rivière sacrée, le Bodo, 2 symboles forts de la traite négrière, telle que vécue au XVe siècle. Selon les historiens ivoiriens, c'est ici que les captifs de l'époque de l'esclavage prenaient leur dernier bain avant le voyage du non-retour. Eh bien, plus de 3 siècles après cette tragédie, les Bonis de Guyane, descendants d'esclaves, renouent le contact avec leurs ancêtres. Tous des blancs vêtus pour la circonstance, ils ont sacrifié au rituel de la purification, comme pour les accueillir, acte traditionnel qui replonge les Bonis dans l'histoire ancienne de l'Afrique. À l'entrée du village de Kanga Nianzé, le symbole de la route de l'esclave, une stèle bâtie par l'État de Côte d'Ivoire pour pérenniser le souvenir et le pardon. Le pardon des peuples de Côte d'Ivoire qui auront pris une part active dans la déportation de leurs frères et sœurs.
Je suis un boni, je viens du Maroni. Tchalanga Miegolou de Samafumi. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. Je suis très fier de retrouver ma famille et ça va marquer l'histoire et je vais apporter l'information là-bas que nous venons d'ici. Donc là, on est chez nous. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient revenus sur une partie de leur terre, retrouver une partie de leurs ancêtres. C'est important et cette reconnexion-là, je la voulais depuis 25 ans. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le faire grâce au concours du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, donc aujourd'hui en recevant ses frères, les Boni de Guyane, a voulu que nos parents qui sont partis depuis Kanga Niasse puissent faire un retour sur les terres de leurs ancêtres, puissent communier avec leurs parents, puissent dire à leurs parents qu'ils ont pardonné ce que l'histoire leur a réservé. Le plus important, c'est de fraterniser. Le plus important, c'est de se tenir les mains pour que plus jamais une telle tragédie ne survienne. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'appeler tous les Ivoiriens descendants à désormais revenir à Kanga Niasse, à venir en Côte d'Ivoire. La première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave à Kanga Niasse aura été un moment de véritable communion entre Boni de Côte d'Ivoire et Boni de Guyane. Des dons, des visites de sites tels que le marché des esclaves ont marqué cette rencontre historique. Voilà, les Boni de Guyane, donc sur les traces de leurs ancêtres en Côte d'Ivoire. Et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, lui, était l'invité de la tribune de l'Agence ivoirienne de presse. C'était jeudi dernier. Le professeur Joseph Seka a donné des orientations quant à la politique de protection des forêts en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Safiat Kouyaté, reportage commenté par Walter Amadou Ouattara. Déforestation, occupation anarchique des forêts, pollution sont entre autres points abordés par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ainsi, pour contrer les effets de ces problèmes, le professeur Seka annonce des actions à cette tribune initiée par l'agence ivoirienne de presse AIP. Le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux et Forêts mettent en place une politique de reboisement. Aujourd'hui, nous parlons d'agriculture zéro déforestation. Zéro déforestation, il y a des techniques pour le faire. Il y a des espèces culturelles, notamment quand on prend le cacao, qu'on peut planter sous les arbres, sans forcément qu'on ait besoin de détruire la forêt. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le taux de 28% est visé d'ici 2030. Cela conformément à l'accord de Paris en rapport avec la COP 21. Cet accord de Paris qui recommande à tous les pays membres ou parties de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc la Côte d'Ivoire, par rapport à cela, prend un certain nombre de dispositions, notamment les productions propres au niveau des usines. La Côte d'Ivoire a, à travers des structures comme le Centre ivoirien anti-pollution, mis en place une disposition pour mesurer la qualité de l'air. Le ministre exhorte chaque citoyen à s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation pour la préservation de l'environnement. Et notre voyage à travers l'actualité nous conduit également ce mercredi au Maroc. Le Maroc où la Côte d'Ivoire était fortement représentée la semaine dernière, cela à l'occasion du Salon de l'agriculture. La Côte d'Ivoire qui veut diversifier sa production de fruits afin d'être plus compétitive sur tous les marchés. Eh bien, pour ce faire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjumani, a visité sur place une pépinière moderne, pépinière dédiée à la production de plants certifiés à l'échec international. Envoyé spécial au Maroc, Kader Sogodogo. La pépinière Zneiber, à quelques 20 km de Meknès au Maroc, est spécialisée dans la production de plants certifiés d'une large gamme d'espèces fruitières. Un site que découvre une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjumani. Des pépinières certifiées à l'échelle internationale. Nous produisons ici quelques 4 à 5 millions de plants annuellement, dont 1 million à 1,5 million pour les agrumes, une grande partie pour les oliviers, que nous vendons ici, que nous exportons aussi un peu.
La pépinière Sniper propose une large gamme d'espèces et de variétés. Rosacées fruitières avec des pommiers, des abricots, des oliviers picoils et autres, des agrumes, dont des oranges, des clémentines, etc. Une activité source d'emploi. Les femmes sont présentes dans le milieu. Un jour, on transférera le savoir des femmes marocaines chez vous. On vous montrera notre expérience. On va vous montrer ce que la femme peut faire, que la femme peut gérer, peut être responsable, peut être ingénieure, peut être femme à la maison à la fois et peut être aussi dans le travail chez un milieu qui est consacré aux hommes. Une expérience enrichissante pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus sur ce site pour d'abord engager un partenariat avec les experts qui sont là pour encadrer ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir de venir à l'origine même des plans pour nous enquérir des réalités. Et ici particulièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de variétés de plants qui donnent des fruits divers. Et pour nous, c'est une grande fierté de découvrir ce site. Des experts marocains viendront donc tenter de faire pousser ces pépinières sur le sol ivoirien. C'est pour bientôt. En attendant, retour en Côte d'Ivoire de l'eau potable pour le village de Nda Akisikro. C'est un village situé à 7 km de Didiévi, dans la région du Bélier. De l'eau, au grand bonheur des population estimée à environ 3000 âmes. Le ministre de l'Hydraulique a procédé samedi dernier à l'inauguration du château d'eau de ce village. Notez que l'action s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous, programme initié par le gouvernement ivoirien. Francis Boifo. Longtemps recherché, et j'en suis témoin. C'est comme je disais, nos devanciers, nos parents ont écrit, il fallait cotiser de l'argent pour payer une avance, tout ça, ça n'a pas abouti. Le président Alassane Ouattara soulage les populations de Nda Akisikro. Ce village, situé dans le département de Didiévi, dans la région du Bélier, a désormais son premier château d'eau. L'ouvrage, d'une capacité de 50 mètres cubes, dispose d'une unité de désinfection et d'un réseau de canalisation de 4720 mm pouvant alimenter 3000 personnes en eau potable. Coût de réalisation, 210 millions de francs CFA. Il a été inauguré par le ministre de l'Hydraulique. Nous avons la responsabilité de mener des actions pour éliminer la pénibilité des femmes et permettre aux jeunes filles d'aller à l'école au lieu d'aller toujours à la rivière pour pouvoir chercher de l'eau. Pour parer au plus pressé, dit le ministre, 20 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour la réalisation des ouvrages hydrauliques dans 50 localités du pays. Cela dans le cadre du programme Eau pour tous. Les jeux de hasard, on en parle également dans ce journal. Les dirigeants des loteries nationales africaines veulent mettre en place un nouveau dispositif contre la concurrence déloyale en la matière. Réunis donc depuis ce mercredi ici même à Abidjan, ils réfléchissent sur la question. Et c'est avec Lanciné Bakayoko qu'on évoque le sujet. Les paris sportifs, le loto et autres jeux sont aujourd'hui les principaux produits des loteries nationales. Malheureusement, à cause de la révolution numérique, le secteur des jeux de hasard est sérieusement menacé par une féroce concurrence illégale. Les enjeux sont importants pour nos sociétés qui très souvent sont soumises à des textes de loi parfois vieux dans un monde en perpétuel changement. Aussi adapter constamment le dispositif légal aux mutations rapides de notre secteur d'activité, compléter ce dispositif et le densifier est devenu un enjeu majeur pour une meilleure maîtrise de l'avenir de nos sociétés. Pour les loteries africaines, il est temps de procéder à l'actualisation de la loi afin de l'adapter au contexte nouveau. Le partage d'expérience de chacune des loteries permettra certainement un enrichissement mutuel et aboutira à une réflexion commune sur un modèle fiscal optimal visant à inscrire les loteries dans la réalisation pérenne de leur mission. Il s'agit d'engager un processus communautaire capable d'améliorer la compétitivité des jeux de hasard. Nous avons bon espoir que ce processus aboutira
à une réforme institutionnelle et structurelle permettant d'assainir l'espace des jeux, de faire face à l'environnement concurrentiel et accroître les performances de la LONASI. En 2018, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a réalisé un chiffre d'affaires de 92 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 55 milliards de francs CFA ont été distribués aux gagnants, tous produits confondus, et 600 millions de francs CFA ont été affectés aux œuvres sociales. Pour 2019, l'objectif est fixé à 105 milliards de francs CFA. Et sur le terrain politique, la diaspora ivoirienne des États-Unis rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement. Les Ivoiriens résidant aux États-Unis se sont mobilisés à New York pour dire merci au président de la République et lui réaffirmer leur soutien. Konaté Moussa. Les Ivoiriens résidant aux États-Unis célèbrent le président Alassane Ouattara à New York. Le chef de l'État est félicité par la diaspora ivoirienne des États-Unis pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. À mes frères qui ont passé plus de 20 ans, 40 ans, 30 ans comme moi, pensons au pays. Pensons à l'intérêt national. Le président Ouattara a trop fait pour la Côte d'Ivoire et il continue de le faire. Pour cette reconnaissance au président Alassane Ouattara, la diaspora ivoirienne des États-Unis a bénéficié du soutien de nombreux cadres du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Je voudrais surtout féliciter les frères et sœurs militants du RHDP aux États-Unis. Ils ont été formidables. C'était l'occasion pour nous, les Ivoiriens de la diaspora, de lui être reconnaissants et de lui rendre hommage. L'amélioration des conditions de vie des populations sur le plan santé, le plan éducation, le plan infrastructure économique, le plan diplomatique. Alors ça c'est un bond qualitatif que la Côte d'Ivoire a fait en si peu de temps. Et quand je parle de travail abattu, c'est cela. C'est le changement du quotidien des Ivoiriens. Les cadres du RHDP ont invité la diaspora ivoirienne ainsi que l'ensemble des Ivoiriens vivant à l'extérieur, à l'union, à la solidarité, afin d'apporter leur contribution au développement du pays. On se rend à présent dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Afienou, dans le département d'Aboisseau, où les populations sont encore sous le choc. Le corps du père Richard Billet a été découvert ce matin après la messe. Le vicaire de la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou se serait donné la mort. On écoute à cet effet la déclaration produite par le diocèse de Grand-Bassam. Ce matin, le corps du père Richard a été découvert après la messe par le curé de la paroisse. Au regard des premiers signes, le père se serait donné la mort par pendaison. Mais les enquêtes de la brigade de gendarmerie de Maféré sont en cours et nous situerons sur les causes exactes du décès. Ayant été saisi du drame, Monseigneur Raymond Awa, étreint par la douleur, invite les uns et les autres à la sérénité et au recueillement. Une semaine avant ce jour, l'évêque avait été saisi de l'accusation de son prêtre d'un acte de pédophilie. Les décisions idoines ont été prises en la matière, attendant la conclusion de la Semaine sainte. La procédure en la matière est en cours quand Monseigneur Raymond Awa apprend ce matin même le drame qui fait l'objet de ce point de presse. L'évêque exprime toute sa compassion à la famille diocésaine, à la famille biologique du père Richard et à la famille de la présumée victime de cet acte. Il invite les fidèles et les personnes de bonne volonté à rester dans le respect des personnes. Voilà, et précisons qu'il ne s'agit pas de l'abbé Richard Billet Kwame Eouman, prêtre étudiant à l'UKO, résident à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, qui, lui, se porte très bien. L'actualité, en bref, hors de chez nous, nous conduit ce soir au Malawi, en Égypte et en Inde. On y va avec Soro Wodjontelehe. En Afrique australe, le vaccin permettant de protéger les enfants du paludisme est entré dans sa grande phase expérimentale au Malawi.
de son appellation scientifique Mosquirix, son immunité a été élaborée par une firme britannique avec pour résultat une efficacité totale prouvée sur 40% de l'échantillon infantile vacciné. Le vaccin avait été testé sur des enfants dont l'âge est compris entre 5 et 17 mois. En Égypte, la nouvelle constitution a été approuvée. Ce sont 88% des votants qui ont donné leur voix en faveur du remaniement de la constitution de la nation. Cette nouvelle constitution renforce le pouvoir du président Al-Sisi qui peut rester au pouvoir jusqu'en 2030. Pour le respect des dispositions légales, l'armée est désignée garant. Mardi, au sud du continent asiatique, la troisième phase des élections législatives a démarré. Cette semaine, les élections ont démarré à l'ouest du pays, dans la zone de Kougara. 21,11% de l'électorat national, soit 190 millions d'électeurs, sont appelés à choisir leurs députés dans 117 circonscriptions. Débuté le 11 avril dernier, les votes prennent fin le dimanche 19 mai prochain dans le deuxième pays le plus peuplé au monde, l'Inde. Voilà le point de Soro Odiantelehé dans un commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.